Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne pour aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, un retour vers le passé. Vous savez, dans la chaîne, dans la playlist, il y a la playlist Retour vers le passé où de temps en temps, je reviens un petit peu sur l'histoire du jeu vidéo. Alors assez basiquement, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les dates, dans les détails, mais j'ai pas envie de faire des vidéos un peu lourdes, rébarbatives, ennuyeuses. J'essaie de rester assez soft en survolant quand même les choses primordiales, importantes, qui marquent en gros l'histoire du jeu vidéo, de notre passion commune. Aujourd'hui, on va parler de Sega avec quelques dates importantes et des consoles emblématiques de la firme américano-japonaise. On va voir ça ensemble les amis sur ce retour vers le passé, sur Sega et la Sega Master System. On viendra un petit peu plus tard, par exemple, sur la Mega Drive, la Saturn, la Dreamcast. On verra un petit peu tout ça bien plus tard dans d'autres retours vers le passé, mais aujourd'hui, c'est la Master System avec sa cousine, sœur jumelle japonaise, la Mark III. Allez les amis, c'est parti. Sega, un nom mythique qui va rappeler pas mal de souvenirs aux plus âgés d'entre vous, pour les plus jeunes peut-être un peu moins, sûrement moins même, parce qu'aujourd'hui Sega c'est surtout un développeur, un éditeur, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si on va en Asie et surtout au Japon, on se rend compte que Sega c'est un très grand constructeur de jouets, de peluches, de figurines, beaucoup d'ailleurs en lien avec l'animation japonaise. D'ailleurs Sega a pas mal de licences de l'animation japonaise. Par exemple, Evangelion, pour ceux qui savent ce que c'est, vous comprendrez, fait partie des licences que détient Sega. Et vous savez, dans les fêtes foraines, ces fameuses grosses machines avec ces grosses pinces qu'on essaye tant bien que mal à manipuler pour aller chercher tant bien que mal une peluche tout au fond, parmi d'autres peluches d'ailleurs qu'on a payé 25, 30 ou 50 fois son prix de base en mettant des pièces dans cette satanée machine. Eh bien, au Japon, la quasi-totalité de ces machines sont fabriquées par Sega. D'ailleurs, les peluches dedans aussi. Donc, en fait, tout l'argent que vous mettez dedans va pour Sega parce que le bâtiment dans lequel est la machine appartient à Sega aussi. Vous voyez un peu le délire. Mais il y a des années en arrière, déjà pas mal de temps, Sega était un très gros constructeur de consoles de jeux vidéo et même en priorité d'abord de bornes d'arcade avec des bornes mythiques, avec des jeux absolument mythiques. On pourrait citer Outrun, on pourrait citer Virtua Fighter, on pourrait citer Sega Rally et plein d'autres comme Afterburner, des jeux absolument mythiques. Sega a construit aussi de très très bonnes consoles et à l'époque c'était un concurrent absolument monstrueux pour Nintendo. Quand je dis monstrueux, le mot est faible parce qu'en fait les deux se menaient une guerre qui ferait pâlir de jalousie ou qui ferait passer la petite guéguerre aujourd'hui que se livrent Microsoft et Sony pour une simple petite broutille chamaillerie de gamins dans un centre aéré. À l'époque, c'était un niveau rarement atteint, les amis, avec des publicités assassines, des déclarations assassines, même en direct quasiment pendant les salons du jeu vidéo. Par exemple, l'ancien E3 à Los Angeles, c'était vraiment fou et en tout cas hyper intéressant et croustillant. Sega a fabriqué de très très bonnes consoles et on y reviendra dans d'autres épisodes parce que là, on va aborder un petit peu l'histoire de Sega avec ses premières machines. Sega, c'est à la base une entreprise américaine qui en gros a été créée en les années 40, 1940-1941, qui s'appelait Standard Games. Et à l'époque, cette société, son fonds de commerce, c'était l'amusement. Son nom voulait dire quelque chose, Games. Et l'amusement de l'époque, c'était les flippers, c'était les jukebox, c'était les billards, bref, ce genre d'amusement. Et en 1950-51, ils ont décidé d'importer ça au Japon, tout simplement pour amuser les soldats qui étaient implantés dans les bases japonaises, qui étaient implantées elles aussi sur le territoire japonais, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Un peu plus tard, dans les années 1960, ils ont décidé de grandir et ils se sont implantés dans la capitale, à Tokyo. Et là, ils ont changé de nom, c'est devenu Service Games, et de là est née la contraction, Service Games, c'est devenu Sega. Le C de service, et le ga de Sega de Games, parce que c'était plus facile à prononcer pour les Japonais d'après la légende, d'après l'histoire. C'est de là qu'est né le mot, le nom de l'entreprise Sega. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise est devenue une entité japonaise, même s'il y avait toujours Sega of America. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, et on y reviendra dans un prochain épisode dans cette playlist de Retour vers le passé, cette dualité a toujours
eu un impact assez négatif en fait dans le développement de la société. Et c'est aussi en partie pour ça que Sega a décliné avec le temps, surtout au moment de la Sega Saturn. Mais bien avant la Sega Saturn, Sega avait produit déjà des machines qui ont permis de concurrencer la Nintendo NES. Alors quand je dis concurrencer, c'est assez relatif, franchement, parce que en fait sur le papier, dans les chiffres, il n'y avait pas vraiment de concurrence. La Master System de Sega était une très très bonne console, techniquement bien supérieure à la Nintendo NES, et puis sa version japonaise ici, hein, la Nintendo Famicom, qui est exactement la même que la NES, sauf bien sûr l'habillage qui est très très différent. Mais malgré sa faiblesse technique par rapport à la Master System, la Famicom et donc la NES tout court s'est vendue à près de 62 millions d'exemplaires, alors que la Master System, meilleure techniquement, a à peine atteint les 20 millions. Vous voyez un petit peu la différence, elle est vraiment énorme. Mais bien avant la Master System, Sega avait produit cette machine, la Sega SG-1000, qui était assez basique, on va pas se mentir, une boîte assez petite, une console assez petite, une seule manette qui était reliée physiquement à la console, on ne pouvait pas la détacher. C'était assez pauvre pour l'époque. Sega a très vite vu les limitations de sa machine et a proposé une deuxième édition de cette SG-1000. La voici, la SG-1002, qui avait des ports manettes au nombre de 2. C'était bien plus agréable à utiliser et on commençait déjà à voir le design de la future console de la firme japonaise Sega, la fameuse Sega Mark III qu'on va aborder dans cette vidéo, les amis. La voici, elle reprend un petit peu le même design, un peu grise-blanche, les manettes rectangulaires. Là, il y a l'apparition d'un port, d'un lecteur de cartes et on va voir très bientôt pourquoi, les amis. C'est le début, en gros, hein, de Sega dans le jeu vidéo, des consoles assez basiques, mais tout de même assez intéressantes, parce que celle qu'on vient de voir, la Mark III, qui est en gros la version japonaise de la Master System que nous, on a connue en France, dans ses caractéristiques techniques, son processeur est exactement le même qu'il y avait dans les bornes d'arcade de l'époque de Sega. C'était très malin, parce que du coup, ça a permis à Sega de porter très facilement les jeux d'arcade dans votre console de salon. Et c'était à l'époque assez révolutionnaire et surtout quasiment du jamais vu. Il n'y avait pas de concurrent à l'époque pour Sega sur ce plan-là, même si les choses ont bougé très vite. Par exemple, avec un concurrent qui est arrivé et qui a fait pas mal de dégâts, c'était NEC avec ses fameuses PC Engine, des consoles fabuleuses. On en reparlera aussi parce qu'il y en a une petite là-bas, Core Graphics, qui est très intéressante et qui, franchement, elle est fabuleuse. Je m'éclate avec cette machine. Bref, on retourne à Sega. En gros, on a fait le tour assez sommairement. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'intro que l'histoire de Sega, j'allais pas l'aborder d'une manière très très prononcée parce que j'avais pas envie de rendre cette vidéo trop rébarbative, trop ennuyeuse, bourrée de dates et compagnie. Les dates essentielles, c'est la date de création de l'entreprise. Hein. C'était une entreprise américaine dans les années 40-41. En 1951, ils ont commencé à importer leur matériel au Japon dans les bases américaines pour les soldats. Ça a plu, ça a commencé à faire parler et dans les années 60, ils se sont implantés à Tokyo. Sega est véritablement né à ce moment-là. La suite, on verra bientôt dans un prochain épisode de Retour vers le passé. Et même là, maintenant les amis, on va aborder le hardware, les consoles et la présentation de la Mark III, celle qu'on vient de voir en photo, et de la Master System, celle qu'on a connue en Occident et pour nous, français. Voici donc les amis la Sega Mark III. Cette console était exclusive au marché japonais. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, d'autres absolument pas. Vous êtes en train de la découvrir. Il faut savoir que cette console, avec son design assez particulier, en fait, c'était la Master System d'origine, celle que nous avons eue en France, hein, noire avec des touches de rouge. C'était exactement la même console. Il n'y avait que l'esthétique, l'habillage qui changeait, mais à l'intérieur, les spécificités techniques, les caractéristiques étaient exactement la même chose. Donc en gros, hein, c'est la Master System originelle parce qu'elle est sortie en octobre 1985 au Japon, alors que la Master System que nous connaissons est sortie un petit peu plus tard, c'est en 1987 pour nous français.
Cette console, je pense que vous l'avez déjà vue, elle était derrière moi dans le décor. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne, je pense que vous l'aviez déjà repérée, elle était emballée dans un plastique de protection et j'ai enlevé le plastique de protection parce que oui, c'est la première fois que j'ouvre cette console avec vous et même tout court parce que je n'avais jamais déballé cette machine. Ça fait un bon moment qu'elle était là. Je m'étais jamais attardé dessus pour l'ouvrir. J'attendais le bon moment. Ben, on y est. Nous y sommes. On va l'ouvrir ensemble. Cette Sega Mark III. Alors, de mémoire, elle n'est pas neuve, hein, bien évidemment. C'est une console qui a déjà été utilisée. Elle a servi, elle a joué. Mais de ce que je me souviens, dans les photos de l'annonce, elle était relativement en très bon état, surtout pour son âge. Hein, je rappelle, c'était 1985 tout de même. Donc, on va découvrir ça ensemble, les amis. On va ouvrir donc la boîte de la Sega Mark III. Et bien voilà, on découvre ici le livret d'origine de la console, avec donc ici hein, le mode d'emploi, tout simple. Et d'ailleurs, le livret, le plastique n'a jamais été ouvert. Il y a encore le scotch d'origine. Ça n'a jamais été déballé. Il n'y a aucune trace d'usure. Et on y voit ici la carte de garantie de Sega avec donc le nom de la console, son numéro de série. Ici l'emplacement pour mettre votre adresse, bien sûr si vous êtes au Japon, avec l'emplacement pour mettre le code postal. Cette carte, vous l'envoyez chez Sega et la console était enregistrée auprès du constructeur, du fabricant. Et vous pourriez faire valoir donc une garantie s'il y avait un souci. Ça, c'est pour le livret. On découvre la console en elle-même. Alors je suis assez étonné, ça je ne me souvenais pas, le polystyrène est en très très bon état. On le sait souvent, les consoles rétro, ce qui prend très cher d'habitude, c'est justement le polystyrène parce que c'est très 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 fragile. Ça se dégrade un petit peu avec le temps. Et là, bon, il a des traces d'usure, hein, clairement, ici il manque un petit morceau, mais il n'y a pas de... c'est pas cassé. Peut-être un petit bout ici, mais franchement, c'est en très très bon état. On a le transo ici, alors je suis désolé pour le bruit, il y a du plastique, il y a du polystyrène, donc ça risque de grincer un petit peu les amis. On a ici donc le transo Sega pour bien lourd, hein, pour la Master System. À noter que au Japon, j'essaie de m'éloigner du micro pour vous éviter un petit peu trop de bruit de plastique. Au Japon, c'est du 100 volts avec ce genre de prise, c'est assez particulier, mais c'est comme ça. Vous pourriez être allé beaucoup de fois au Japon, 8-9 fois. Je me souviens très bien, obligé d'utiliser un adaptateur, bien évidemment, parce que au Japon, c'est comme ça, avec du 100 volts, mais tout fonctionne. Hein. J'ai vu les vidéos où elle était testée et tout fonctionne. Il faudrait que je trouve l'adaptateur avec le voltage français pour cette machine. Nous avons ici, alors c'est assez particulier, je vais essayer de l'enlever sans faire trop de bruit parce que c'est bien intégré dans le polystyrène. On a ici des petits sticks, comme des petits boutons. Alors c'est très rare de les avoir parce que, vous le voyez, c'est très petit. Hein. En fait, ça fait juste ça, juste ça. Donc c'est très rare parce que en fait, c'est une des choses qui est tout le temps perdue dans les boîtes de cette console. Et je vais vous montrer de suite à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va sortir tout simplement la console. Le reste, c'est les adaptateurs avec le câble antenne. Bref, il n'y a rien de foufou. On va sortir la machine. On va prendre les manettes déjà parce que les manettes ne sont pas liées à la console, comme c'est le cas bien souvent avec les anciennes machines où le câble n'a pas de prise. C'est un câble qui est directement connecté à l'intérieur de la machine. Voici le joypad de la Sega Mark III. On reconnaît facilement. Ça reprend un petit peu les codes de design des manettes de Master System, rectangulaires, et même de la Nintendo NES. C'est très basique. Et ce petit truc qu'on voyait il y a un instant, c'est tout simplement un stick qui vient se visser ici pour avoir une sorte de joystick, tout simplement, qui est posé ici, enfin qui est vissé là, et ça permet peut-être, j'ai bien dit peut-être, un meilleur contrôle. Je ne suis pas convaincu, parce que avec le pouce ici directement, je pense que c'est tout de même assez confortable, à voir un petit peu si ça fait son effet, manette en main, j'ai envie de dire. Mais bref, j'ai de la chance, parce que comme je vous le disais, c'est très très petit, et c'est la chose qui est très très régulièrement manquante dans les boîtes de Sega Mark III. J'ai la chance de les avoir les deux et j'ai même l'impression qu'ils sont tout neufs. Hein. J'ai l'impression que le plastique n'a jamais été ouvert. On va enlever l'autre manette, ça va faciliter l'extraction de la console. Hein. Toujours pareil, les manettes, tout est parfaitement bien emballé. Je vous avais dit que les Japonais, c'est des vrais maniaques au niveau de l'emballage. Quand vous achetez très souvent une console qui vient directement du Japon, voilà comment elle arrive à la maison. À part ça, qui est le plastique d'origine, on le sent tout de suite au toucher.
Tout le reste a été emballé par les employés qui se sont occupés de m'envoyer la console. Je vous raconte même pas l'emballage complet de la boîte, c'était vraiment une dinguerie. On voit ici donc la console, la marque 3. On va essayer de l'ouvrir correctement, on va la prendre par là, c'est plus facile. Voilà, qui a l'air en très bon état. On va essayer de l'ouvrir proprement. Je vais essayer d'éviter de vous faire trop de bruit avec le micro, parce que c'est vrai qu'avec tout le plastique, plus le polystyrène, plus ma voix, plus mes grosses mains, ça peut être compliqué pour vous les amis. On va essayer de faire ça proprement. Hop, encore un scotch. Ouais, les Japonais sont vraiment fans de scotch. C'est absolument n'importe quoi. Voilà. On sort la machine. Voici donc la Sega Mark III qui est en bon état. Alors c'est assez drôle, mais au Japon, tout est inversé. Je dis c'est assez drôle pour ceux qui ne connaissent pas. Tout est inversé. Il faut savoir qu'au Japon, on a droit au système métrique, c'est-à-dire les kilomètres-heure, le kilogramme. Par contre, on conduit comme en Angleterre, avec le volant donc qui est de l'autre côté. Nous, on a le volant à gauche, au Japon, c'est à droite. Quand vous rentrez, vous prenez un escalator, tout le monde se met dans la même file pour laisser le passage des autres personnes. Sur les trottoirs, c'est pareil. On rentre dans les magasins à l'envers que ce que nous, on procède en France. Les consoles, ils ont le port manette 1 à droite et le 2 à gauche, contrairement à ce que nous, on connaît en France. Ici, on a un port, un connecteur pour pouvoir, ici, connecter directement sur la carte mère des périphériques, des accessoires, des options qui existent. Il y en a beaucoup sur cette console. Par exemple, un clavier. Vous aviez un clavier directement d'ordinateur dessus. Vous pouviez y raccorder aussi un lecteur de cassette. Bref, beaucoup de choses. Ici, on a un lecteur de cartes parce que ceux, peut-être, qui se souviennent de la Master System française, européenne, il y avait aussi un lecteur de cartes pour pouvoir jouer à des jeux en format carte. Et ici, le port cartouche pour pouvoir jouer aux jeux au format cartouche. Les manettes, elles se glissent de chaque côté de la console. Hein. Vous le voyez ici, par exemple. Hop. Les manettes ont une sorte de glissière en fait sur les côtés. Ça ne gêne pas du tout au niveau de la prise en main, mais pour les ranger, c'est bien pratique. On glisse la manette sur le côté, ça ne bouge plus, il suffit juste de la faire glisser vers le haut et on récupère sa manette. Très très pratique, ça évite de les perdre, elles sont toujours à leur place. Ici, le port pour la prise pour l'antenne. Ici, c'est pour un écran externe au cas où, ou alors pour connecter par exemple le lecteur de cassette. Nous avons ici l'alimentation et le bouton de mise en route qui se retrouve derrière la console, comme c'est beaucoup le cas. Quelle autre information? Le bouton pause, parce qu'on pouvait mettre en pause les jeux. D'ailleurs, ce bouton pause, on le retrouve sur la Master System française que nous avons connue. Le voyant d'alimentation, je rappelle, hein, la console fonctionne parfaitement. Je l'ai vu en route, je ne l'ai pas encore utilisé en France parce que j'ai pas l'adaptateur adapté pour cette machine, parce que je rappelle, c'est une console japonaise qui fonctionne avec du 100 volts. Le voltage au Japon est bien moins élevé que ce que nous avons en France. Donc il faut un adaptateur qui fasse le lien. Il y en a beaucoup, je le trouverai sans aucun problème. La console se présente comme ça. Et les jeux? Alors, je vous avais dit qu'ici, on le voit, il y a le port carte, parce que la console peut accueillir les jeux en format cartouche, que nous voyons ici, le port cartouche, mais aussi les cartes. Eh bien, voici par exemple un jeu en format carte, un jeu de football, qui est en parfait état. En fait, j'ai clairement l'impression qu'il n'a jamais été utilisé parce que toute la boîte est en carton, à part l'intérieur, ici il y a une partie en plastique, mais toute la boîte est en carton, et en carton relativement fragile. Quand on voit le système ici d'ouverture, qui est une toute petite languette qui n'a pas n'est pas écornée, il n'y a rien, il n'y a pas de trace de salissure, bref, ça semble vraiment c'est en excellent état, et ça semble carrément même neuf, inutilisé. La boîte s'ouvre de cette manière. Ici, on a la carte de jeu, très clairement. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le gaming rétro, il y avait un autre constructeur qui s'appelait NEC, qui avait fait la PC Engine, une console que j'ai aussi ici, et que je vous ferai un déballage, les amis, qui utilisait des cartes un petit peu, très ressemblantes même, pour les jeux. Sega avait pris ce système pour certains de ces jeux. Vous voyez une carte, elle est extrêmement fine. On glissait la carte à l'intérieur comme ceci, on lançait le jeu, et puis c'est tout. À noter que cette console,
version japonaise donc, est compatible en format carte, des cartes que nous avions en France. Et je vais vous en montrer une ou deux dans un instant. Hop, la carte, on la remet dans son étui. Ici, la boîte, elle, s'ouvre un petit peu plus. Et vous aviez ici le livret du jeu, le mode d'emploi, parce que oui, à l'époque, il y avait des modes d'emploi dans les jeux, et ça a continué pendant très très longtemps. Hein. Les Super Nintendo, les Mega Drive avaient des modes d'emploi, chose que nous, on ne connaît plus du tout, c'est assez rare, avec les boutons des manettes, parce que il fallait tout expliquer avec des petites captures d'écran, des dessins ici, pour le jeu, les actions à faire, bref. Des choses assez intéressantes. Et puis aussi, comment prendre soin de son jeu, ne pas utiliser de cutter, attention au soleil, attention à l'humidité, ne pas mettre de coups de marteau, ne pas plier la carte. Bref, c'était assez drôle et ça se faisait énormément, ce genre de choses à l'époque. C'est assez incroyable de voir que tout ça a disparu, mais ça fait vraiment plaisir un petit peu de revenir sur ce genre d'histoire du jeu vidéo. La boîte qui est estampillée ici Sega, alors toute cette partie est en plastique, hein, plus ou moins rigide. On remet la carte dans son emplacement, hop, elle s'accroche comme ça et on referme et c'est terminé. On a ici un jeu en format cartouche pour la marque 3. On le voit ici très clairement, marque 3. Un jeu de plateforme, action, shooter. On voit ici une petite capture d'écran. Alors, je ne pourrais pas vous répondre, les amis, concernant le nom de ce jeu. Je vous cache pas que je le savais et j'ai complètement oublié. En fait, les jeux que j'ai là ont été livrés avec la machine. Ils faisaient partie en quelque sorte du pack. Il y avait le nom du jeu, je le connaissais par cœur. Malheureusement, je l'ai oublié. Les jeux en format cartouche pour cette console étaient très différents des jeux Master System que nous avions en France, alors que je rappelle, la console était identique de la Master System, sauf le physique qui est différent, mais à l'intérieur, c'est exactement la même chose que la Master System. Les jeux, très souvent, c'était les mêmes, sauf que la cartouche était totalement différente. Alors, elle est assez imposante, assez épaisse. J'imagine qu'en ouvrant le boîtier, on se retrouverait avec une toute petite carte à l'intérieur, un tout petit circuit imprimé pour le jeu. Et le jeu s'affichait ici sur le port cartouche. Tout ce qu'il y a de plus banal et basique, les amis. Ça, c'est pour le jeu Mark III de cette machine. Ici, nous avons un jeu pour les anciennes consoles, parce que oui, vous l'aviez vu dans la vidéo, il y a eu la Mark III, mais avant, il y en avait d'autres. Et ici, nous avons un jeu pour la SG-1000, qui est donc un jeu pour la toute première console de salon de Sega, qui n'a pas franchement très très bien fonctionné. Ici, un jeu de boxe, on voit le screen, hein, c'est assez sommaire, mais à l'époque, c'était tout de même assez révolutionnaire, un jeu qui était à 4300 yens pour l'époque. Voilà pour la vidéo de présentation de cette Sega Mark III, les amis, qui est, je rappelle, sortie en 1985, en octobre 1985 au Japon. Cette console était exclusivement dédiée au marché japonais et c'était en gros l'origine de la Master System, car la console que nous avons connue en Occident et donc en France, qui est sortie un petit peu plus tard en 1987, c'était exactement la même console à l'intérieur, mais la partie esthétique, la boîte de la console, le design était clairement très très différent. Et d'ailleurs, pour la partie intérieure, il faut savoir que le processeur qui équipait cette console, qui était tout de même, attention les yeux, cadencé à 3,5 MHz, même une calculatrice aujourd'hui va beaucoup plus vite, eh bien c'était le même processeur qui équipait les bornes d'arcade de Sega à l'époque. Donc pour Sega, c'était extrêmement facile de faire de portage de jeux arcade sur cette machine pour le domicile, pour les familles, pour les gens. À l'époque, c'était révolutionnaire, ça ne s'était jamais vu, et beaucoup de titres de la période d'arcade de Sega sont venus sur cette console, et puis après pour la Master System française, et après pour la Mega Drive, et ainsi de suite. C'était vraiment le credo, l'ADN de Sega, de pouvoir porter des jeux d'arcade qui étaient disponibles donc en arcade sur les consoles de salon. Ça a commencé avec cette machine, et même un petit peu avant, on l'avait vu avec la Sega SG-1000, qui était, je rappelle, la première console de salon de Sega, qui a fait plus ou moins un bide, mais qui a tout de même commencé à lancer la machine des consoles de salon de Sega. Ici, on le voit avec ce très très joli jeu de foot sur la Sega Mark III en version carte, et ici, un jeu d'action, plateforme, aventure, mais en format cartouche. Voilà pour la Sega
Mark III, mais on va faire un petit saut du côté de l'Occident et notamment en France avec la Master System qui est en quelque sorte sa sœur directe. Il n'y a que le design qui change. La console, elle, c'est la même. Donc les amis, on vient à l'instant de voir la Sega Mark III qui est en gros exactement la même machine que celle-ci, sauf que, on le remarque tout de suite, le design était totalement différent. La Master System avait ce design ici pour toute la planète, sauf le Japon, car la Mark III qu'on vient de voir était dédiée exclusivement au marché japonais. La Master System, c'est bien vendu dans le monde, à peu près entre 18 et 20 millions d'exemplaires. C'est pas foufou, mais pour l'époque, ça reste tout de même assez raisonnable. Surtout quand on se souvient, à l'époque, il y avait un énorme concurrent à Sega, c'était Nintendo qui se livrait à une guerre sans merci. Je me souviens de beaucoup de choses, c'était complètement dingue. La guerre entre les deux était complètement folle, bien au-delà de ce qu'on connaît nous aujourd'hui entre Microsoft et Sony. À l'époque, on parlait même de guerre thermonucléaire entre Nintendo et Sega. C'était complètement fou. Ça a commencé avec la Master System et la NES. Ça s'est poursuivi avec la Super Nintendo, la Mega Drive. C'était vraiment n'importe quoi et franchement croustillant. La Master System a une belle carrière tout de même. Elle a tenu tête à la Nintendo NES en Europe, surtout en France. Mais franchement, la NES l'a complètement écrasée. Je vous ai dit que la Master System s'est vendue à peu près entre 18 et 20 millions d'exemplaires, tandis que la Nintendo NES, celle un peu carrée, grise, a quasiment atteint les 62 millions d'exemplaires. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas photo entre les deux machines. Cette console est emblématique tout de même de Sega parce qu'elle a commencé véritablement à lancer Sega dans le monde du jeu vidéo avec donc quelque chose de très intéressant. Je vous l'avais dit pour la Mark III, c'est que le processeur qui équipait cette machine, qui était exactement le même que la Mark III, le fameux processeur complètement fou à 3,5 MHz, j'ai bien dit MHz, à l'époque on ne parlait pas encore de gigahertz, était le même processeur qu'il y avait dans les salles d'arcade de l'époque. Donc pour Sega, c'était d'une facilité déconcertante de porter les jeux d'arcade dans la console de salon, avec par exemple des jeux comme Alex Kidd, qui à l'époque étaient livrés dans la console. Il suffit juste de lancer une petite opération et hop, on avait le jeu Alex Kidd dans la console, qui était à l'époque la mascotte de Sega. On le voit ici, c'était un jeu très coloré, avec une musique très énervante. Le jeu était très difficile, mais c'était fun, c'était les jeux de l'époque. C'était la mascotte de Sega de l'époque, avant que Sonic ne fasse son apparition. Et pour la Master System, c'est cet Alex Kidd qui est le jeu le plus vendu de l'histoire de la Master System. C'est un personnage emblématique du Japon qui est très apprécié, même encore au jour d'aujourd'hui. À chaque fois que j'y vais, je vois des figurines un petit peu partout, dans les magasins, dans Akihabara, bien évidemment. Cette boîte, on va la découvrir. Alors je vous ai dit, enfin je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, voilà, elle est un petit peu abîmée. C'est ma Master System de l'époque, c'est la mienne, que j'ai utilisé des heures et des heures, des années et des années. C'est ma console de l'époque, avec sa boîte de l'époque, qui a donc pris un petit peu cher. On y voit à l'arrière des informations avec les accessoires qu'on pouvait y connecter à l'époque. Un joystick plus ou moins arcade qui s'appelait le Control Stick. Les lunettes 3D, parce que oui, il y avait déjà des jeux 3D sur la Master System, mais il y en avait aussi sur la Famicom, la Nintendo NES, mais japonaise. Je vous la présenterai un jour, ces lunettes pour cette Famicom que je vous ai déjà présentées. Il y avait ici le connecteur pour avoir le tir rapide automatique, ce qu'il y avait par exemple sur la console directement dans les manettes de la PC Engine du constructeur NEC, et le pistolet, le Light Phaser, les amis, qui est ici. Voilà, ça c'est le pistolet. Pour pouvoir jouer en tirant sur l'écran, il fallait utiliser des télé cathodiques, ça ne marche pas avec nos télévisions d'aujourd'hui. Pistolet qui se connectait donc à la console, et il y avait plein de jeux disponibles dessus. On le voit ici, Opération Wolf, Assault City, Wanted, des jeux un peu style western, Rescue Mission, Gangstar Town, bref, il y en avait quelques-uns. Ça n'a pas eu un succès énorme, c'était surtout très fun, et c'était aussi surtout pour répondre à Nintendo qui avait sorti lui aussi son pistolet. On se souvient très bien par exemple de Duck Hunt qui était sur la Nintendo NES. Voilà pour la machine, avec une petite publicité ici que je vais vous lire en français. C'est pas très long. Alors, Sega avait écrit
à l'arrière de la boîte en plusieurs langues différentes, dont l'anglais, l'espagnol et l'italien, le français. La console de jeu Master System bénéficie de la technologie de pointe que Sega a développée pour concevoir ses jeux d'arcade. La Sega Master System présente des caractéristiques extrêmement performantes dans un format très compact. Des caractéristiques telles que des graphismes fins et précis, des couleurs brillantes et un son réaliste qui démontre la supériorité de Sega. Grâce à ces périphériques attrayants comme le pistolet Light Phaser, la manette Control Stick ou le système exclusif des lunettes 3D, les jeux d'action deviennent encore plus passionnants. La gamme sans cesse croissante des cartouches de jeux Sega vous permettra de trouver les jeux d'action, de rôle ou de sport les plus passionnants. Alors, ça fait sourire aujourd'hui, parce que quand il parle de graphisme très fin, bon, voilà, aujourd'hui on est à l'époque du 4K, de l'Unreal Engine 5, PS5, Xbox Series X, bref, de cartes graphiques complètement monstrueuses. Mais à l'époque, c'était tout de même très intéressant. Et chose aussi très intéressante, juste en dessous, ici, on a les caractéristiques techniques de la console. C'est assez étonnant, avec la RAM vidéo, par exemple, qui fait 128 kilobits, le nombre de couleurs affichables de 64 couleurs, la résolution, attention les yeux, 256 par 192. C'est assez drôle. Aujourd'hui, on ne verrait jamais une chose pareille. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et notamment ici, sur la boîte de la Master System, boîte qu'on va ouvrir. Alors, je vais faire une petite pause. Je vais l'ouvrir en off pour vous éviter tout le bruit absolument hallucinant. Et puis franchement, entre nous, c'est pas pratique parce que la boîte française est bien plus grande que la boîte japonaise qui s'ouvre en plus par le dessus. C'est pratique. Là, non, il faut l'ouvrir par en haut, il faut enlever. Bref, c'est un vrai bazar. Je m'en occupe et on revient tout de suite. Et voici donc la console Master System occidentale, française, la mienne, celle de l'époque. J'ai joué un nombre incroyable d'heures, de jours, d'années même sur cette machine, avec ici eh bien, le mode d'emploi, tout bête, de la console, avec plusieurs langues. Voilà, on présente les caractéristiques de la machine, ou brancher la manette, comme si on ne savait pas qu'on devait brancher les manettes sur les ports manettes, le port cartouche, bref. Tout ce genre de choses qu'on ne trouve plus sur nos machines actuelles ou très rarement. Là, il y a tout plein de détails et même les raisons, comment résoudre certains petits problèmes techniques. Voilà pour le livret de la console. Ici, le transformateur qui n'est pas celui d'origine, je pense que vous l'avez remarqué. Celui-ci est bien plus, j'ai envie de dire, contemporain. Le transformateur d'origine, je l'ai toujours. Il fonctionne, mais j'avais un petit doute quand même sur sa fiabilité. Il a traversé les âges, on va pas se mentir. Je l'ai utilisé bien longtemps et j'avais franchement pas envie qu'il me fasse flamber la console. Donc, je l'ai mis de côté. Il marche bien, mais j'ai préféré basculer sur celui-ci pour pouvoir préserver la durée de vie de la console qui a réussi à traverser les années. J'ai envie que ça dure. Là, on a le câble Péritel qui se branchait sur les anciennes télés. Ça peut encore exister aujourd'hui. On trouve encore des écrans qui acceptent les prises Péritel. D'ailleurs, j'ai un écran adapté à ça et je vais changer bientôt quelque chose dans mon décor. On verra bien plus tard. Je ne vais pas l'enlever parce que ça reste un câble vidéo, un câble Péritel, tout ce qu'il y a de plus bête. Et puis surtout, le polystyrène est bien serré avec le plastique, ça va vous faire un bruit absolument ignoble et j'ai pas envie de vous infliger cette torture les amis. Polystyrène qui d'ailleurs est en relativement bon état et à part ici où c'est un petit peu cassé, le reste franchement ça va. J'ai réussi à préserver ça assez proprement on va dire parce que je rappelle c'est ma console d'origine avec ma boîte d'origine. Ici on a une manette que je vais essayer de enlever sans faire trop de bruit. Voilà la manette de la Master System européenne, occidentale, française. Et vous remarquez un petit détail, c'est qu'ici au centre du pad, vous avez un petit trou avec exactement le même pad vis que la manette de la Mark III qu'on vient juste de voir. Du coup, les petits sticks qu'on a vus dans la boîte de la Mark III sont parfaitement adaptables pour cette manette française. J'avais les sticks, voici son emplacement. Je n'ai plus les sticks. Je vous avais dit que c'était la chose qu'on perdait le plus rapidement avec cette console. C'était les sticks. La preuve est là, je ne les ai pas. C'est bien dommage. Si un jour j'en trouve, je compléterai la boîte avec les sticks. Mais la console marche parfaitement bien. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. C'était un vrai plaisir de rejouer à Alex Kidd, à Shinobi, à Sonic. Bref, la console donc, la voici, on va essayer de la sortir sans faire trop de bruit à cause de ce satané polystyrène. En dessous, il y a des fameux livrets de l'époque qui étaient en fait, on les dépliait, c'était des grands posters avec bien souvent
en pleine page Sonic et de l'autre côté, plein de petites captures de plein de jeux différents propres à la Master System. Là, j'en ai 2 en très très bon état. Et donc, voici la console, qui est exactement la même, sauf l'esthétique, bien entendu, que la Mark III, les mêmes caractéristiques techniques, mais il y a 2-3 petites différences. Alors, bien sûr, il y a l'esthétique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, les amis, est-ce que vous préférez la Master System version occidentale, version française comme on voit ici, ou est-ce que vous préférez la version japonaise, la Mark III, que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, on a donc le port cartouche, voilà, pour pouvoir y insérer la cartouche de jeu. Port cartouche qui est bien plus grand que la version japonaise. Les cartouches françaises sont beaucoup plus larges, cartouches françaises occidentales sont beaucoup plus larges, donc en gros, les cartouches françaises ne rentrent pas dans la console japonaise. C'était une sorte de zonage de l'époque, c'était en gros rendre incompatible physiquement la cartouche et la console. Par contre, le lecteur de cartes qu'on retrouve ici, lui est compatible avec les cartes japonaises. Ça marche très très bien. On a ici le bouton pause qui était déjà dans la console japonaise, sauf que on récupère ici un bouton reset qui parfois pouvait être bien pratique, bouton reset qui n'existe pas sur la console japonaise. On a ici le bouton power. Je rappelle que dans la Mark III, donc la version japonaise de cette console, le bouton power était à l'arrière. Ici, il est devant. Franchement, entre nous, c'est bien plus pratique d'avoir le bouton power ici. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'au Japon, beaucoup de choses étaient inversées. Le port 1 de la manette 1 de la Mark III était à droite, le port 2 à gauche. Et bien ici, c'est le contraire. Ici, nous avons le port 1 de la première manette qui est à gauche et le port 2 qui est à droite. Bien plus logique pour nous, Européens, parce que en fait, nous sommes habitués à ce type de disposition, alors qu'au Japon, tout était inversé. C'est assez drôle parce qu'au Japon, si vous fermez une porte avec une clé, même pour fermer la serrure, eh bien, on tourne la clé dans l'autre sens. Parfois, ça peut surprendre. On a à l'arrière, hop, ici, les ports secteurs traditionnels, le port RVB, donc pour pouvoir mettre le câble Péritel, et rien de plus foufou. Ici, on a un port extension, la même manière, la console japonaise avait son port extension sur le devant, ici. Pour la version occidentale, européenne et donc française, il est ici, il est un peu difficile à ouvrir, donc je ne vais pas abîmer, je ne vais pas forcer un port d'extension pour pouvoir y brancher des périphériques, des options qui étaient bien plus rares en France par rapport au Japon. Voici donc pour cette Master System, je rappelle, qui est la mienne de l'époque, à laquelle j'ai joué un nombre incroyable de fois à des jeux comme Alex Kidd, qu'on a vu tout à l'heure, à Shinobi, à Sonic, bref, tant de titres, Golden Axe, et d'ailleurs des jeux, je vous en présentais un ou deux. Nous avons ici, par exemple, Super Tennis. Alors ça, c'est un jeu en format carte, comme vous pouvez le voir. Voici la boîte européenne, occidentale et donc française, avec les textes derrière en allemand, en anglais et français. Voici le même jeu, enfin là c'est un jeu de tennis, là c'est un jeu de foot, mais le même format carte, version japonaise, bien plus classe, mais bien plus fragile aussi, et la version européenne, occidentale, avec le jeu à l'intérieur, en format carte. C'est exactement la même chose. Hop, on sortait le jeu de son étui et on se retrouvait en gros avec la même chose. Physiquement, c'est exactement la même taille. La couleur change, vous le voyez. Celle-là, elle est noire. Celle-là, elle est blanche. Mais c'est la même chose et sont intercompatibles avec les différentes consoles japonaises ou françaises. Ça, c'était pour nous. Jeu assez intéressant de tennis sur Master System, mais après relativement basique. Faut pas oublier une chose, nous sommes en 1987. Rien à voir avec nos consoles d'aujourd'hui. Pas de graphisme complètement fou, pas de 4K, pas de Full HD. La console est bien limitée. Ça, c'était pour les jeux en format carte. Et nous avons ici l'emblématique Sonic, le tout premier Sonic de la Master System. À noter qu'il était sorti en premier sur Mega Drive et Sega a fait l'adaptation sur Master System, tout simplement d'un nouvelle mascotte de Sega, parce qu'avant, je rappelle, c'était tout de même Alex Kidd qui était la mascotte de Sega. Et puis, depuis l'arrivée de Sonic, vous voyez ici la vidéo de Sonic sur Master System, qui pour l'époque, c'était plutôt réussi, en prenant en compte tout de même l'année de la console, ses limitations techniques assez pauvres. Je vous rappelle, la définition qui était vraiment très très faible, mais tout de même le jeu était plutôt coloré, c'était plutôt joli, c'était assez fluide et surtout très rapide.
heureusement, parce qu'on parle quand même de Sonic, il fallait que ce soit rapide. Les sons, bah, ils étaient ce qu'ils étaient. Mais pour l'époque, 1987, c'était franchement pas mal et le jeu a eu un très très beau succès pour la Master System. Il y avait d'autres jeux, beaucoup de jeux hein, sur Master System, comme sur Mega Drive. On a ici l'emblématique Golden Axe, un jeu qui était sorti en arcade et qui a été adapté sur console avec de très beaux graphismes, de super effets spéciaux. Et on voit ici la cartouche du jeu Golden Axe. Hop, tout simplement, pour ceux qui se rappellent, qui se souviennent du design de ces fameuses cartouches de Master System. Mais c'est à noter quelque chose d'assez intéressant. Les boîtes de Master System, comme celle-ci, qui sont, allez, on va dire assez jolies, ben, n'ont pas toujours été très jolies. Franchement, les designers qui s'occupaient, en gros, hein, du graphisme des boîtes de Master System, au début, bah, ça piquait un petit peu. Comment vous dire? Quand vous voyez ça, alors ça fait très kitsch, c'est très vintage, comme on pourrait l'imaginer. Teddy Boy ici sur Master System, bah, certaines boîtes ressemblaient à ça. Et encore celle-là, elle est plutôt pas mal. Il y en a d'autres, c'est bien pire. Quand on voit ça et quand on voit ça, il y a une réelle différence. Et c'est assez étrange de voir que les jeux français, ou en tout cas occidentaux, les jaquettes étaient aussi moches, alors qu'au Japon, bah, ils avaient carrément des illustrations qui peuvent faire penser carrément à de l'animation japonaise, à des mangas. C'était bien plus joli, mais tout de même bien plus fragile, avec les fameuses boîtes en carton, que d'ailleurs hein, faisait pareil, hein, Nintendo avec des boîtes en carton très fragiles. C'est même d'ailleurs très difficile aujourd'hui de trouver des jeux japonais en très bon état, en tout cas au niveau des boîtes. Autre jeu qui était plutôt pas mal pour la Master System, vraiment bien fait, et la jaquette était vraiment jolie. Cool Spot, qui était aussi sorti sur Mega Drive. La mascotte de Virgin, on le voit ici, hop, Virgin. C'était un jeu vraiment fabuleux, jeu de plateforme vraiment sympa, avec l'animation de la pastille Cool Spot, qui était vraiment incroyable, et les sons, les musiques, c'était fabuleux. Je vous avais montré l'arrière de la boîte. Il y avait des accessoires pour la Master System. Le pistolet, par exemple, que je vous ai montré. Et il y en a un autre, un accessoire. Je vous avais parlé de la 3D. Eh bien, voici les lunettes 3D de la Master System. Là, la boîte, vous voyez, c'est écrit en japonais. Parce qu'il faut savoir que cette Master System-là, redesignée, est sortie aussi au Japon. Un petit peu plus tard que pour l'Europe, que pour la France. Je vous ai dit, hein, en France, elle est sortie en septembre 1997, eh bien, cette version de Master System est également sortie au Japon le 18 octobre 1987. Donc, en gros, hein, on a eu en primeur la Master System européenne, française, avant les Japonais, mais eux, bien sûr, ils avaient la Mark III bien avant nous. C'était en 1985. Eh bien, voici donc les lunettes 3D pour la console. Alors, à noter que je ne les ai jamais ouvertes. Elle est encore scellée avec son plastique, hein, la boîte est totalement fermée, et j'ai la chance d'avoir un pack très rare qui inclut un jeu. Vous avez ici un jeu en 3D qui bénéficie, qui profite des caractéristiques 3D de ces lunettes. Alors attention, quand je parle de 3D, les amis, c'est surtout un effet de profondeur qui est plutôt bien rendu, c'est plutôt pas mal, et qui en plus de ça, apparemment, je ne l'ai pas essayé, mais apparemment ne donne pas mal à la tête, mais c'est un effet de profondeur assez basique qui rend plutôt bien, mais il faut se souvenir, on est en 1987, ça s'appelle une Master System, ce n'est pas une PS5, une Xbox Series. Bref, au niveau de la technologie, c'est pas du tout foufou, mais quand même, il y avait des lunettes 3D. Et on a ici Maze Hunter 3D, qui est un jeu qui utilise aussi les lunettes, jeu que je n'ai pas utilisé, parce que les lunettes sont restées dans leur boîte, la boîte d'origine, qui est encore scellée, hein, je ne l'ai jamais ouverte et j'ai franchement pas envie, j'ai envie de le laisser comme ça. On a ce jeu qui est d'action, aventure, dans des sortes de labyrinthe et qui profite, on le voit ici, d'un effet de profondeur en 3D qui est mis en avant donc par les lunettes 3D de la Master System. Maze Hunter 3D qui franchement était plutôt pas mal, j'ai vu des vidéos de ça, ça avait l'air très intéressant. Peut-être un jour j'essaierai avec les lunettes, je sais pas. Pour l'instant, ça reste emballé. Voilà les amis pour la Master System française, occidentale, qui est arrivée en France au mois de septembre 1987, donc carrément 2 ans après l'apparition de la Mark III, qui était exactement la même machine, en tout cas au niveau des caractéristiques,
technique pour le Japon. Ici, c'était la Master System française qui est la mienne de l'époque. Voilà les amis, j'espère que cette grande vidéo vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux, rébarbatif. J'ai essayé de faire très condensé pour l'histoire de Sega. Peut-être un petit peu trop, si c'est le cas, je m'en excuse. J'avais pas envie de faire une vidéo très ennuyeuse, bourrée de dates et plein d'autres détails. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas dans la zone de commentaires. J'y répondrai volontiers, avec plaisir. Et bientôt, dans d'autres épisodes de Retour vers le passé, eh bien, on va continuer avec cette histoire de Sega. Bien sûr, il y a la grande sœur toute puissante de la Master System, la Mega Drive qui est derrière moi, qui va faire son arrivée avec la Mega Drive 2, le Mega CD. Il y a même une Mega Drive 2 ici, japonaise. Je vous la montrerai. On ira faire un tour aussi du côté de la Sega Saturn, qui a commencé à poser de gros problèmes à Sega. Et puis la Dreamcast, qui, au passage, était la première console qui a véritablement mis le pied dans le gaming sur Internet, le multijoueur. C'était avec la Dreamcast. Dreamcast qui était un petit peu trop en avance sur son temps. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui caractérise la vie de Sega, c'est d'être un peu trop en avance sur son temps et en avance sur les développeurs qui avaient du mal un petit peu à appréhender la vision du gaming de Sega. On verra un petit peu tout ça plus tard les amis pour d'autres aventures dans Retour vers le passé. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les cœurs, les bisous, tout ce que vous voulez. Mais aussi surtout vos commentaires dans la zone prévue à cet effet. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, que ce soit sur une console Sega, Nintendo, PlayStation, Sony, une Lynx d'Atari, bref, où vous voulez. Amusez-vous, c'est le plus important. Belle et bonne journée à tous les amis. Allez, bye bye.